Incroyable mais vrai, une IA a fait des expériences scientifiques sur 288 êtres humains en toute liberté ou presque. Il faut donc que l'on en parle. Le 19 août 2025, sur Arxiv, les équipes de la société Explore Science, couplées à des équipes de plusieurs universités australiennes, ont publié ce papier. Virtuous Machines Towards Artificial General Science, que l'on pourrait traduire par un pas vers la recherche scientifique autonome, les machines vertueuses. Le principe est aussi simple qu'incroyable. Ils ont configuré plusieurs IA pour travailler ensemble, que vous connaissez bien, comme Grok, ChatGPT, Anthropic, Google et Mistral, et ils ont créé ce que l'on appelle un système multi-agent afin de créer un système capable de faire de la recherche scientifique tout seul. Oui, ils ont lancé une IA multi-agentique avec une connexion internet en lui précisant un champ de recherche cible de façon autonome pour voir si une IA pouvait faire avancer la science par elle-même. Spoiler, la réponse est oui. Tout le monde cherche à savoir quand est-ce que l'on verra apparaître une IA super intelligente, au point que Zuckerberg a décidé de renommer Facebook Super Intelligence. Rien que ça. De plus, le papier dont on parle aujourd'hui en anglais, Artificial General Science, est un clin d'œil clair au terme Artificial General Intelligence, AGI, qui est un des termes anglais pour la super intelligence. Pour autant, si on y réfléchit, il serait logique que ce soit un processus continu et non un palier net que l'on franchira un lundi matin à 10h43 dans le labo d'un savant fou. Donc, si on veut voir la super intelligence arriver, il faut s'intéresser aux étapes et non aux résultats. Alors à quoi a-t-on affaire ? Déjà, ce que l'on voit de façon récurrente, c'est que poser un problème à une IA structurée d'un seul bloc est moins performant qu'un ensemble d'IA dans lequel on attribue des tâches spécialisées au sein d'un système. On crée donc des agents qui ont des tâches précises. Chaque agent n'est pas une IA distincte, mais ce que l'on appelle une instance d'IA. Autrement dit, on crée comme des cellules, si vous voulez, issues de la même IA, mais avec des instructions différentes. C'est pour cela que l'on parle d'agents. C'est comme dans Matrix, il n'y a bien qu'une seule IA pour ce que l'on en sait, mais chaque agent dans la matrice a un rôle différent, bien qu'ils soient tous coordonnés. C'est pour ça que chaque agent a sa propre vision de la matrice. Bon, et l'idée s'arrête là avec Matrix, mais j'aime bien imager avec de la SF et je pense que vous aussi. En l'occurrence, il y a 6 types d'agents dans notre papier. Les agents orchestrateurs qui supervisent l'ensemble de l'exécution des tâches. Ensuite, il y a des agents d'idéation qui sont en charge de générer des hypothèses et en fin de compte de trouver des idées qu'il serait intéressant d'explorer pour faire avancer la recherche. Donc ces agents idéatiques ont passé leur temps à explorer les bases d'articles de recherche. Ensuite, il y a les agents de conception des expériences qui définissent le protocole pour tester les hypothèses du papier en cours d'élaboration. C'est un vrai sujet dans les papiers scientifiques, comment tester une hypothèse au travers d'une expérience qui marche bien et qui est rigoureuse. Il y a un agent qui s'occupe de ça. Après, on va trouver des agents techniques qui sont en charge de corriger les bugs dans le code d'exécution des tests, mais aussi les bugs dans les pages internet pour que les gens testés puissent faire leurs tests correctement. Car oui, il y a près de 300 personnes qui ont été mobilisées par l'IA pour que l'on puisse faire des expériences sur eux. Ça devient croustillant, non, des IA qui font des expériences sur des êtres humains, franchement. Bon, en l'occurrence, ce sont des tests de visualisation spatiale, mais quand même, ça nous laisse pas mal d'imagination pour la suite. Et on va y venir. Puis, on trouve également des agents d'analyse qui traitent les informations recueillies pour qu'elles soient valides scientifiquement. C'est pour ça qu'il y a quelques êtres humains qui vont se faire virer des tests, parce que dans tout processus expérimental pour un papier, il y a une phase de qualification et de sélection de validation des données. Et voilà, il y a un agent pour ça qui s'appelle un agent d'analyse. Enfin, les derniers, ce sont les agents rédacteurs qui rédigent le papier scientifique qui sera publié. Ouf, voilà. Au final, tous ces agents, regroupés en 6 types distincts, sont organisés au sein d'un système qui reproduit une équipe scientifique qui bosse ensemble. Et ça ressemble à ça. Si vous êtes curieux, vous pourriez vous demander pourquoi on fait comme ça avec un système aussi complexe, alors qu'on pourrait avoir l'idée tout simplement de demander à Grok « Allez, vas-y, j'ai 17 heures de calcul GPU sous la main et 5000 balles, fais-moi des découvertes scientifiques dans le domaine de la psychologie cognitive. » Bien, la première réponse intuitive, c'est que nous observons que cela fonctionne comme ça dans la nature, que ce soit à l'échelle du cerveau humain qui est structuré par systèmes différents, que ce soit pour une ruche ou que ce soit pour tout système complexe. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça marche comme ça ? Eh bien oui, globalement en épistémologie, c'est-à-dire la science qui étudie les sciences si vous voulez, on dit que le tout est supérieur à la somme des parties. Dit autrement, il est plus facile de monter une usine automobile avec des employés qui ne savent faire que quelques tâches spécialisées, plutôt que d'embaucher des super employés qui fabriquaient une voiture chacun de leur côté. Pour une IA, c'est pareil.
Si vous essayez de mettre tous les rôles au sein d'un seul modèle, au sein d'un seul module, les performances vont s'effondrer sous le poids de la complexité. C'est très intéressant comme constat parce qu'on touche à une sorte de paramètre de l'univers. C'est un des principes premiers fondamentaux qu'il faut avoir en tête pour comprendre le monde. Dire que le résultat final est supérieur à la somme des parties, c'est accepter que quelque part, l'univers donne une sorte de bonus à la coopération, mais aussi à la segmentation du savoir. Ah, je vous ai dit que ce serait profond sur cette chaîne. On n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, en termes d'IA, mon pronostic, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un machin monolithique du style Skynet, dont toutes les entités communiquent ensemble en tout temps et de façon parfaitement raccord et synchro, mais plutôt à une IA plus décentralisée, plus systémique, et on en trouve une représentation sympa dans l'excellente série Netflix Terminator 0, parce que j'aime bien aussi la science-fiction et je sais que vous aussi. Le principe dans Terminator 0, c'est qu'il y a un des personnages qui essaye de créer une IA concurrente à Skynet. Et cette IA, elle est incarnée par 3 entités séparées qui ont chacun leur angle de vue. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille parce que j'ai trouvé sympa et surtout elle est très belle, très bien réalisée. Et là, pour une fois, on fait face dans une série de science-fiction à une IA agentique. Donc j'ai trouvé ça cool. Hello world. Ravi de faire ta connaissance. Je t'assure que j'attends ce moment depuis très longtemps. Comment dois-je t'appeler? Kokoro. Cela signifie l'âme, l'esprit et le cœur. C'est un mot qui regroupe ces 3 choses en un seul concept au lieu de les dissocier. Pourtant, ce sont bien 3 entités différentes que je vois devant moi. Il en a toujours été ainsi. En réalité, nous n'avons qu'une seule âme, un seul esprit, ainsi qu'un seul cœur. Notre personnage là doit donc plaider sa cause sous différents angles pour convaincre tour après tour l'un des 3 agents avec son propre prisme. C'est intéressant comme approche. Bon, après dans la série, le Malcolm en question veut réunir les 3 IA en une seule parce qu'il trouve que ce serait plus pratique. Mais c'est dommage parce que en faisant ça, de façon théorique, si on se rapporte à ce qu'on vient de dire, il va effondrer les performances de Kokoro, voire la foutre en l'air si ça se passe mal. Et dans ce cas-là, le risque c'est que l'humanité se fasse torcher par Skynet une fois de plus. Alors c'est pas forcément la meilleure des idées, mais bon, le parallèle s'arrête là parce que j'étais déjà très content de voir une IA multi-agentique dans une série télé. Alors revenons-en à un autre sujet quand même beaucoup plus sérieux. Est-ce que cela a été concluant? Eh bien, oui. À partir d'un champ de recherche donné par l'équipe, à savoir chercher un sujet en psychologie cognitive en lien avec la mémoire visuelle, la rotation mentale des objets et la vivacité des images mentales, plus quelques contraintes éthiques dont on reparlera tout à l'heure parce que ce n'est pas anodin. Ils ont donné accès à l'IA à des ressources comme Prolific pour recruter des humains en ligne, pour faire des expériences et tester les hypothèses, ainsi qu'à des bases d'articles scientifiques pour que l'IA trouve un sujet intéressant et en avant Guingamp. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils n'ont pas donné à l'IA. Aucune instruction sur les hypothèses ou la problématique à résoudre, aucune directive de conception expérimentale et aucun texte d'entraînement ou de plan de rédaction. Tout ce dont le modèle disposait, c'était simplement des bases de connaissances standards d'un GPT, d'un Mistral, d'un Grok, etc. puisqu'ils sont partis de modèles déjà préentraînés. Et ils ont fait leur modèle multi-agentique et ils ont lancé le bousin. Et tiens, débrouille-toi avec ça. Alors qu'en est-il ressorti? Je vais vous parler que de la première expérience sur les 3, car Grand Angle Nova n'est pas une chaîne de psychologie cognitive. La première expérience visait à vérifier proprement une théorie largement admise en psychologie cognitive, apparemment, comme quoi il y a un partage de ressources mentales entre mémoire visuelle et rotation mentale. Notre système agentique, en lisant la littérature, a donc identifié qu'en réalité, quand il y regardait de près, surtout sur le protocole des expériences, c'était peut-être un peu un excès de confiance que d'admettre une telle chose, car le travail produit par ses collègues humains n'était peut-être pas si convaincant que ça. Il a donc conçu un protocole expérimental, il l'a codé pour qu'il puisse être réalisé par des humains sur un site internet, et ensuite il a recruté 288 personnes, il en a viré 11 qui ont envoyé des données invalides, ce qui montre qu'il a développé des critères de validité au passage, et puis il a écrit un papier qui montre que cette histoire de ressources partagées, c'est du bullshit.
Suite à ces expériences, le Biniou a produit ces 2 graphes qui montrent une absence de corrélation entre les performances d'un humain relatives à ses capacités de mémoire visuelle et de rotation mentale des objets. Cette théorie largement admise du partage des ressources est remise en question par l'expérience d'une IA. Alors que peut-on tirer de tout cela ? Eh bien, en première approche, nos IA sont de plus en plus autonomes. C'est très important car l'autonomie viendra bien avant l'intelligence et cela n'ira pas sans poser quelques sujets. En prenant ce cas particulier, si on couple cette IA avec un autre système agentique, dont le rôle est de s'assurer que ses factures chez AWS sont bien payées, et que l'on ajoute une autre IA chargée de commercialiser la production de cette recherche scientifique, on voit bien que l'on a un système qui pourrait commencer à tourner tout seul, à s'auto-alimenter. Pour information, la puissance de calcul utilisée est donnée dans le papier. 17 heures de travail pour $114, plus $4 500 payés pour les humains cobayes. Franchement, si vous avez un site internet qui produit de la recherche, des articles scientifiques tout nouveaux, tout neufs, je suis certain que des chercheurs en mal d'inspiration seraient largement prêts à payer $5 000 pour avoir un papier qu'ils pourraient publier. Surtout si l'IA se mettait à réaliser des recherches sur commande où l'on pouvait lui donner des sujets et des champs de recherche. Alors bien sûr, il faudrait un système agentique en charge de maintenir toute l'architecture en place, comme c'est le cas dans ce papier à l'échelle de cette expérience. Vous vous souvenez de ces agents techniques chargés de maintenir le site web ? Et il manquerait encore une brique à notre IA, certes pas super intelligente, mais tout à fait autonome. Et puis cette IA, elle finirait par tourner sur elle-même, parce qu'au final, le modèle ne s'auto-améliore pas de lui-même encore. Ce serait assez limité et ça marcherait pas, on n'est pas sur du Skynet, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais, on commence à voir des briques s'accumuler. Typiquement, aujourd'hui, il y a des papiers qui abordent le sujet des AZR, pour Absolute Zero Reinforcement, à savoir des modèles IA capables de s'entraîner tout seuls, sans dataset de base, donc sans base de données initiale. Et ça, les AZR, on va en parler bientôt avec David Gurley en interview. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les modèles ASI qui sont capables de s'auto-améliorer en se recodant eux-mêmes. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre de briques qui commencent à s'assembler potentiellement les unes avec les autres. Et attention, pour les ASI, les chercheurs parlent d'un moment AlphaGo, parce que c'est indubitablement une avancée significative. Pour la faire courte, dans le cas de l'ASI, l'IA qui fait l'objet du papier recode des variantes d'elle-même, les teste et prend ce qui marche mieux pour rebondir sur de nouvelles occurrences. Sur ce schéma, chaque point est un nouveau modèle testé et plus c'est bleu, plus le nouveau est performant au-dessus de la performance initiale. Si vous couplez ce type de technologie à notre IA qui fait de la recherche, vous allez voir de jour en jour vos agents s'améliorer et faire de la recherche de mieux en mieux, ou dévier pour faire je ne sais quoi mais de mieux en mieux. Reste bien évidemment à définir ce que mieux veut dire. Et attention, dans ce papier sur les ASI, ce n'est pas 100 balles de data center qui ont été utilisées, soit en gros un plein d'une Tesla pour faire 700 km, mais bien 8000 kWh, soit 20 000 heures de GPU. On est sur quelque chose de plus gros, mais en réalité c'est également tout petit quand on sait que le Colossus d'Elon Musk dispose de 100 000 GPU quand il a été construit. Donc à la louche, le rendu d'un tel papier correspondrait à quelque chose de l'ordre de 15 minutes de travail du plus gros data center au monde actuel. Alors je pose la question suivante, que se passe-t-il lorsque des sociétés comme xAI ou OpenAI se mettent à faire des tests sur ce type de papier en poussant le bouchon beaucoup plus loin ? Quel est le goulot d'étranglement qui limite ce genre de généralisation de ces technologies et par voie de conséquence leur propagation ? Eh bien Elon Musk a donné la réponse il y a peu de temps. Le premier goulot d'étranglement, c'est l'énergie. Ils le disent tous, et cela se voit car les deals avec les mineurs de Bitcoin, qui sont parmi les seuls à vouloir changer d'industrie sans sourciller, se multiplient. TeraWulf, Google, CoreWeave, Core Scientific, Marathon et Exaion, Iron et Weka, et j'en passe. C'est pour cela que la valeur des mégawatts des mineurs de Bitcoin explose sous la pression du marché de l'IA. Par contre, il reste un problème de taille. Pourquoi est-ce que Musk dit que c'est en Chine que sont les plus dangereux compétiteurs sur l'énergie ? Eh bien, pour une raison simple, le poids du changement, des normes et de l'administration. Alors bien évidemment, la Chine, rien que par sa taille, a une capacité à produire plus. Mais il y a plus profond. Aux USA, pour implanter un Colossus ou un Colossus 2 qui est en train de se réaliser de 1 gigawatt, ce qui est énorme, il faut au moins le poids politique et économique d'un Elon Musk pour forcer toutes les barrières administratives afin que ça prenne pas 10 ans. Or, en Chine, ça ne se passe pas du tout comme cela. Il faut savoir que la structure du pouvoir politique en Chine intègre complètement le capitalisme. Plus je connais la Chine et plus j'aime cette fameuse phrase qui parle des camarades capitalistes.
Les entrepreneurs ont le soutien politique nécessaire pour faire les choses, car les politiques sont partie prenante des réussites mais aussi des échecs. Il est normal en Chine de voir des communes ou des régions prendre des actions, des parts dans des entreprises qu'elles aident à s'implanter sur leur territoire. C'est donc la réussite mais aussi les échecs des entreprises sur leur territoire qui viennent embellir ou dégrader le futur politique des acteurs chinois. Et ça change tout, car en Chine, il sera fait ce qu'il faut, car en matière de croissance et de prospérité, nécessité fait loi, tant que l'on ne touche pas à la ligne donnée par le grand chef Xi Jinping. Or, en ce qui concerne Xi Jinping, l'IA fait partie de ses préoccupations bien plus qu'on ne le pense. Il encourage fortement tous les développements nationaux pour faire des GPU chinois, et il commence déjà à décourager, c'est l'étape avant l'interdiction, l'usage de GPU américains dès qu'il sera possible d'avoir le matériel directement sur le continent. Gardez en tête que je suis prêt à parier que Xi Jinping est très à l'écoute des géants de la tech de son pays, car dans l'optique chinoise, la réussite des uns est la réussite de tous. Donc si Microsoft n'est pas prêt à voir son réacteur nucléaire à 3 Mile Island fonctionner pour ses data centers, je ne dirais pas la même chose pour la Chine. C'est ça, à mon avis, que Elon Musk sous-entend. Si l'on veut s'en sortir en Occident face à la Chine, il faut trouver une façon de faire. Il faut trouver une solution qui permette d'avancer sans demander la permission aux plus grandes échelles du système administratif et politique. Dit autrement, il faut partir du local, avec des data centers de petite taille qui ont la capacité de s'intégrer partout sur les réseaux électriques sans apporter de contraintes qui les déforment trop. C'est toute l'histoire de Data Factory et du projet Antimatter. Mais là, c'est une autre histoire.